Jamila Ben Habib, je parle au nom du collectif Laïcité et Allah qui a été à l'initiative donc, de cet appel, qui a été signé par des dizaines d'associations en Belgique, en France et en Allemagne, et qui est en train de circuler un peu partout en Europe de façon à pouvoir soutenir d'une façon active, concrète et agissante les filles et les femmes d'Afghanistan. Donc, comme beaucoup d'entre vous, nous sommes extrêmement préoccupés, évidemment, par les nouvelles qui nous arrivent de là-bas, qui sont, disons, pires de jour en jour. Et on est là à se demander, mais que peut-on faire? Alors, il faut agir, certainement. Il faut surtout, à mon sens, essayer de mettre l'emphase d'abord sur la résistance qui s'organise là-bas. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Ces femmes qui résistent, ces femmes qu'on a vues tête nue, à visage découvert, manifester contre les talibans, qui ont vraiment, avec un immense courage et une grande bravoure, je pense à ces femmes dont certaines que j'ai rencontrées lorsque j'étais à Kaboul, voilà quelques années, chez mon ami Choukria. Alors voilà en gros donc qui je suis, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on s'est impliqué dans cette action de solidarité. Et je suis entourée de Choukria Haïdar qui est présidente de Negar, donc d'une association de solidarité en direction des femmes afghanes depuis déjà 1996, qui vit entre Paris et Kaboul. À ses côtés, vous avez Naïla Chéri, qui est présidente d'une association allemande qui travaille dans l'éducation, dans l'intégration des femmes et la prise en compte, en tout cas, de leur pouvoir, le empowerment des femmes. Elle est originaire d'Algérie, donc l'islamisme, elle sait ce que c'est, elle y a goûté un petit peu. Donc on n'a pas besoin qu'on nous explique beaucoup de choses, on sait, on comprend. Et donc naturellement, évidemment, elle a soutenu cet appel qu'elle s'est elle-même engagée donc, à diffuser en Allemagne. Ici, j'ai mon amie Laïlouma, qui est journaliste afghane, donc réfugiée en Belgique depuis plusieurs années déjà, que j'ai rencontrée lors d'une conférence, et je me suis dit, waouh, encore une fois, voilà le type de femme afghane qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de soutenir, qu'on a envie qu'elle soit dans les journaux, qu'on a envie qu'elle soit à la télé pour nous parler en fait de son pays et de sa résistance. En fait, je l'avais déjà vue lors d'un reportage à la télévision belge. Elle racontait son parcours de journaliste, semé d'embûches, ce qui me permet d'ouvrir une très brève parenthèse pour dire que des femmes journalistes existent à Kaboul, des femmes photographes existent à Kaboul, j'en ai rencontré à plusieurs reprises, et donc c'est aussi vers cette corporation qui est endeuillée que l'on pense aujourd'hui, parce que exercer le métier de journaliste est évidemment à grand risque. Et ensuite, mon amie Rebecca, donc, qui vient aussi de Berlin, et qui, elle, s'occupe en fait des réseaux financiers du terrorisme, donc à la base, avec une fibre féministe et internationaliste. Elle défend donc l'universalité des droits humains et pour toutes les femmes, sans distinction d'origine et de culture. La liberté, c'est pour toutes et chacune, et l'égalité, c'est pour toutes et chacune. Donc voilà donc, qui nous sommes, pourquoi on est là et quels sont nos objectifs. Et donc sans plus tarder, donc, je vais céder la parole. On va chacune parler à peu près 5 minutes. Et je vais céder la parole à Choukria pour qu'elle nous dresse peut-être un petit topo sur la situation là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe, a-t-elle des nouvelles, de quoi les gens ont besoin, comment s'organiser, et ainsi de suite. Ensuite, il va y avoir donc, le Laïma qui va prendre la parole, Rebecca, et finalement Naïla. Ça vous va les filles? Voilà.
Merci Jamila, merci pour l'initiative, merci pour tout le travail que tu fais depuis plusieurs années et aujourd'hui particulièrement dans cette situation difficile. Bien, j'essaie de... bien sûr, tout est très long, il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie de résumer en trois points un peu distincts pour pouvoir avoir une idée claire sur la situation. Premièrement, la situation actuelle des femmes et la population locale qui habitent sur place. Bien entendu, après le moment où les Américains ont signé cet accord avec les talibans, avec Donald Trump et les talibans, la situation commence à se agiter davantage. Normalement, le Taliban devait baisser et d'aller vers les zéro attentats et des massacres ou des sauvageries. Mais au contraire, c'est multiplié par 2, 4, 10, voire 20 fois plus que normal. Dans toute cette période, même si dans les accords entre les talibans et les Américains, c'était inscrit que les talibans ne doivent pas agresser ou atteindre aux intérêts des Américains et ses alliés et ses amis, et surtout, eux, ils défendront leurs valeurs. Toutes les actions que menaient les talibans, finalement, les Américains ne faisaient pas grand-chose. Après, c'était le changement politique, c'était les Biden qui arrivent, elle a décidé d'un seul coup qu'on va quitter immédiatement. C'est-à-dire, sur les 2-3 mois qu'après sont arrivés au poste. À ce moment-là, les actions des talibans ont augmenté davantage. Et là, M. Achabani, qui était notre président de l'époque, il y avait depuis des années, c'est la chute de l'Afghanistan, ça ne date pas simplement du moment où les Américains ont décidé de partir. C'était une période où ils préparaient la chose. Soit ils devaient rester au pouvoir, soit, si c'était de quitter, il fallut qu'ils donnent assez protéger la reine de l'État. C'est comme ça que, malgré toutes les actions, les Américains ont quitté. Il y avait toute une perturbation au sein de la société. Les villes après les villes, ils tombaient dans les mains des talibans. Non pas, il faut le savoir, c'est pas que les soldats ou les policiers ou les populations c'était des gens lâches. Non. Le chef d'État, c'est-à-dire dans ce système présidentiel, le président, c'est le roi absolu. Donc, elle nommait, dénommait, plaçait, déplaçait les gens d'une manière où qu'elle préparait que les villes soient tombées dans les mains des talibans, de le rendre carrément. Même il y avait des contrées ou des villes, pendant 2-3 semaines, il n'y avait personne pour s'occuper. Il n'y avait même pas un palais pour arriver pour prendre la possession de la ville. Les armes, tout on le donnait. En disant que, pour les soldats, le conseiller dit, vous quittez, vous n'avez pas le droit de tirer un seul balle. Après, on revient pour récupérer ces villes. C'est comme ça qu'ils ont gagné ville après ville. Après, ils disent que les populations nous aimaient, et c'est comme ça qu'elles sont guerre, on a pris la possession. Donc, elles étaient avec nous. Ce n'était pas vrai. C'était tout manigancé. Bon, en résumé, durant toutes ces périodes que l'Afghanistan tombait dans les mains des talibans, les Américains n'ont pas bougé. Il y avait des massacres, des centaines, des milliers de gens, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans le salle de mariage, partout. Ce que nous avons déduit, que durant ces 20 ans d'années, que les Occidentaux étaient en Afghanistan, et particulièrement pour les Américains, les Afghans c'était ni leurs amis, ni leurs alliés, et les valeurs qui étaient en Afghanistan, que les populations la partageaient,
avec les Européens, les Américains ensemble, pour eux, ça était égal. Donc on n'était rien pour eux. Ça, c'est un point qui j'aimerais bien qu'il soit dit. Donc, les Américains savaient ce qui se passait, mais ils s'en foutaient, ils ne s'en occupaient pas. Donc, quelque part, ensemble, le représentant spécial des États-Unis, M. Relizot, a tout arrangé, tout manigancé avec les chefs d'État pour rendre l'Afghanistan dans les mains des amis, des proches, des tribus de M. Ashraf Ghani. Maintenant, depuis cette période, la situation des femmes, qu'est-ce qui se passe? En Afghanistan, la majorité totale de professeurs dans le domaine de l'éducation nationale, la majorité active, c'est des femmes. Donc, du moment où on demande des femmes de sortir de travail, dans le système éducatif, c'est un outil. Pour les garçons et pour les filles. On a arrêté les femmes d'aller à l'école, à l'université, et donnent tous les postes de travail, partout. Donc, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit le ministre, partout. Donc, vous n'avez plus le droit de travailler. Donc, pas de salaire. Le fait que l'armée et la police étaient disloquées, il n'y avait plus. Donc, il y avait un nombre massif de gens qui se trouvaient sans travail, sans salaire. Donc, les familles, chaque jour, deviennent de plus en plus pauvres. Aujourd'hui, la majorité totale de la population vit dans une situation de misère extrême. Les talibans utilisent cette situation comme un chantage contre la communauté internationale. Il faut nous reconnaître pour que vous puissiez venir aider. Mais il y en a aussi des gens, comme de la part du Pakistan, de la part des Chinois ou d'autres gens qui sont mêlés de proches ou de loin avec l'argent de drogue, parce que l'Afghanistan, quand même, il faut savoir, produit 90% des consommations mondiales. Ça fait énormément d'argent. Et le Taliban, c'est à la tête. Donc, il y en a pas mal de journalistes, de grands journalistes, de politiques, et aussi même des renseignements généraux, un certain nombre de personnes très haut placées. Et pensent que les talibans ne sont pas si mauvaises. Quand on est là-bas, on est tranquille. Et la sécurité, comme les insécurités, c'était moins, ou les Afghans eux-mêmes, maintenant il y a la sécurité. C'est eux qui mettaient des bombes, c'est eux qui déstabilisaient le pays. Et aujourd'hui encore, au nom de Daesh, c'est les talibans encore qui font la même chose. Donc, il y a des gens par-ci, par-là, en Europe, aux États-Unis, en Chine bien entendu, et d'autres pays, qui disent on ne peut pas faire autrement. Parce que quand les talibans sont arrivés au pouvoir, il n'y avait pas un seul tir. Tout le monde était tranquille. Donc ils ont pris le pouvoir pratiquement sans bagarre. Donc il faut le reconnaître. Ils ont fait des progrès, ils vont faire des progrès, il faut leur donner du temps. Attention, si on reconnaît les talibans, aujourd'hui, ils vont faire des manières. Quand les journalistes arrivent là-bas, ils les chouchoutent, ils les amènent vraiment dans des endroits bien ciblés. On l'a caressé comme il faut. On est vraiment, peut-être il y en a qui ils prendront encore bien un petit paquet de bakchich aussi, pour venir ici, pour dire qu'ils sont bien, il faut le reconnaître. Et la population sont d'accord. De pauvres gens, derrière le talib avec son Kalachnikov, et là il dit, vous êtes d'accord? Et depuis que les talibans sont arrivés, vous êtes tranquille? Ah oui, oui, on est tranquille. Oui, 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 on est bien. C'est normal, les pauvres. Sinon, dès que le journaliste est parti, on va le tirer une dizaine de balles et on le met par terre. Donc, cet appel de la part de certains nombres de politiques qui sont des Nations Unies, qui sont des États, qui sont des journalistes, c'est faux, c'est entièrement faux. La culture du taliban, ce n'est pas une culture ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest de l'Afghanistan. Couper les têtes
mais égorger un animal, ce n'est pas la culture du pays. De lapider, ce n'est pas la culture du pays. De frapper les femmes et les hommes avec les bâtons, avec les bâtons, comme des primaires, des primates, mais ce n'est pas la culture du pays. Donc, cet appel de la part de certains nombre de gens, je me demande quelle conscience ont ces gens, comment osent dire des choses. Les talibans, il faut le reconnaître, parce que nous, quand on est là-bas, on est plutôt, on est tranquille. Ben oui, vous êtes tranquille, mais les populations locales, est-ce qu'elles sont tranquilles? Ils n'osent même pas dire deux mots. En tout cas, la non-reconnaissance des talibans, c'est la règle numéro 1. Il ne faut pas qu'il soit reconnu. C'est-à-dire, si on reconnaît le taliban, ça veut dire qu'on accepte la non-reconnaissance des droits des femmes, la non-reconnaissance de la liberté, la non-reconnaissance des droits humains en Afghanistan. Donc, il faut que ce soit bien clair. La reconnaissance des talibans, c'est la non-reconnaissance de la reste. Maintenant, les femmes, malgré le danger qui court, face à face, elles mènent la résistance. Pas qu'à Kaboul. Donc, pratiquement une vingtaine de départements. Herat, Badakhshan, Mazar, Rov, Ghazni, Nimroz, Helmand, Kandahar, même j'ai entendu à Paktian. Donc, avant-hier, il y avait une manifestation des femmes à Helmand. Donc, et à côté de ça, il y a aussi, c'est pas que les femmes, il y a aussi les hommes résistants armés qui sont en train de s'organiser de plus en plus. Et ça prépare pour le soulèvement, pour en finir, faire face à face et en finir avec les talibans. Donc, ils attendent encore un petit moment pour se bien organiser de tous les départements. Maintenant, c'est pratiquement dans les 34 départements, les groupes qui sont manifestés et qui sont en train de se remettre en place. Donc, il ne faut pas qu'on se désespère. Moi, je suis confiante. Donc, même dans cette situation vraiment catastrophique, mais si on ne résiste pas, la situation, ça sera pire. Pire dans le sens qu'actuellement, le Taliban fait un peu le bonne mine pour tenter, pour séduire la communauté internationale, pour le reconnaître. Mais si jamais ils sont reconnus, c'est terrible. Ce sera terrible. Elle va refaire, c'est le droit des femmes, il faut l'oublier, tous les droits humains, il faut l'oublier, la liberté des femmes, enfin, il faut tout oublier. Ce sera une bande de terroristes, ce sera une sorte de terroristes. Pour le reste du monde, ce sera une sorte d'entraînement pour les autres. Voilà, c'est un peu la situation actuelle. Mais de l'autre côté, un autre point qui est assez important, pourquoi les Chinois communistes caressent le dos taliban. Et l'Iran aussi, et la Russie aussi, elle regarde. Parce qu'elle promet tout. Mais alors, la richesse de sous-sol de l'Afghanistan, c'est énorme. Donc, tous, ils sont intéressés, et les talibans font des contrats avec tous. Prenez tout ce que vous voulez. Simplement, il faut nous installer au pouvoir. Donc, il y a ce deuxième volet qui est important, qu'on ne parle pas beaucoup. Et c'est là-dessus qu'Amérique, il essaie, et il ne veut pas lâcher ce morceau pour l'Iran, pour ses ennemis, l'Iran, la Russie et les Chinois. Donc, elle tente d'une manière ou l'autre de se récupérer le terrain qu'elle a perdu. Donc, 38 millions d'habitants de l'Afghanistan, 38 millions d'habitants, c'est pas rien du tout. Elle se défend, elle résiste, même dans la difficulté. Peut-être on aura, contre l'Union soviétique, pendant 10 ans, on avait 3 millions de morts. Et peut-être ici aussi, il y aura des morts, il y aura beaucoup de dégâts. Mais si elle ne gagne pas, s'il ne résiste pas, le dégât, ça sera triplé, quadruplé, 10 fois, ça sera plus.
Donc, on est obligé de résister. Et cette résistance, ce n'est pas utopique, mais réellement, il y a la possibilité, il y a les moyens pour le gagner. Voilà, pour résumer. Merci. Merci beaucoup, Shukriya. Donc, on va passer la parole à Lumila pour essayer de nous résumer la situation et voir est-ce que tu es d'accord en fait avec la perspective qu'a dressée Shukriya et le tableau assez général qu'elle a fait de la situation. Merci beaucoup. Oui, vraiment, je suis d'accord avec Shukriya parce que quand j'étais en Afghanistan, la première fois que Taliban prend le power en Afghanistan, c'était vraiment pire. Maintenant aussi, la même situation, plus pire qu'avant, parce que la même histoire répétée encore, elle n'est pas utilisée la femme pour une activité. Et pour ça que c'est vraiment la situation très très difficile et pendant 20 ans, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'achievements dans mon pays. Il y a beaucoup de femmes activées et elles ont toujours travaillé dans quel domaine qu'elles sont. Et pendant 20 ans, les Américains et NATO, elles sont occupées en Afghanistan. Et après 20 ans, elles sont sorties en Afghanistan, comme Shukriya elle a expliqué tout. Et pendant 20 ans, plus que 72... I will try to say it in French, but it's not easy to count that. 70,000 or 72,000 soldiers in Afghanistan, elles sont mortes. Et aussi 52,000 civils morts en Afghanistan. Ça, c'est un nombre qu'elles sont officiellement publiées. Et quand tu comptais en vérité, désolé, c'est plus que ça. Parce que toujours quand il y a un attentat, les personnes qu'elle a vues, elles ont dit que par exemple 20 personnes mortes et le gouvernement, elles ont dit que non, juste 8 au maximum 10 personnes. Pour ça que quand on a compté la vérité, c'est le nombre, c'est plus que ça. Et après, quand beaucoup de choses passent, les talibans arrivent, encore, la situation c'est difficile parce que toujours il y a beaucoup d'attentats, il y a beaucoup de suicides et pour la femme, elles n'ont pas utilisé rien. Et hier ou avant-hier, j'ai entendu dans la presse qu'elles sont coupées toutes les comédiennes dans la télé, ouais. Et aussi la film ou la serial que les femmes sont les voiles. Elles ont dit c'est contre l'islam et pour ça qu'elles ont dit c'est interdit pour public cette histoire. Pour moi c'est quelque chose que vraiment on n'a pas habité in the year of the Islam was born. Hein? We are in 21st century, elles sont toujours passées encore la chose qui arrive avant ça. Pour les choses qu'on a vraiment besoin de changer, des choses, c'est plus important qu'on reste solidarité avec les femmes et avec les hommes, parce que pour les hommes aussi, c'est très très difficile. Pour vivre là-bas et plus que pour la femme aussi, pour la journaliste, pour l'avocat, avocat et artiste et pour aussi pour tout le monde. Et jusqu'à le moment qu'on a commencé pour séparer les religieuses avec la politique, je ne pense pas qu'il y a grand changement dans mon pays, parce que je le connais, c'est toujours les politiques, c'est très mixé avec la religieuse. Et ça, c'est le problème parce que c'est difficile. Et quand on a solvé ça, je pense
elle sera change pour tout le monde. Et la deuxième chose, parce que le gouvernement pendant une century ou plusieurs décades, let's say more than 100 years, la situation, le gouvernement, c'est toujours la même, le gouvernement avec un decentralisation. Oh, ok. Et ça ne marche pas dans mon pays parce que toujours il y a juste un ethnique. Ils sont groupe dit que toujours ils sont restés en pouvoir et après les Tajiks ils n'acceptent pas et Hazara aussi et les Ouzbeks aussi. Ils sont pas d'accord et ils ont dit qu'un gouvernement avec la inclusif, ce qu'ils ont dit maintenant, je suis pas d'accord avec ça parce que pendant 20 ans c'est la même histoire. Il y a le gouvernement avec les exclusif et c'était vraiment une partie prendre toutes les powers et pour le reste ils sont comme un soldat. Quand le président ils ont dit que tu fais ça, tu dois faire ça. Et c'était comme obligatoire pour les autres groupes. Ça c'est les choses que n'acceptent pas les autres ethniques. Et pour ça, on a besoin d'un gouvernement fédéral. Et pour moi, ou pour plus de personnes jeunes, maintenant, c'est acceptable qu'on a changé le système en Afghanistan, c'est prendre un système comme fédéralisme. Ou pour donner beaucoup de liberté pour tout le monde et pour faire justice pour tout le monde dans mon pays. Et aussi égalité pour la femme et pour les hommes. Parce que on n'a pas besoin de quelqu'un comme ministre, juste rester comme un symbole et toutes les powers données pour les autres. C'est pas. I'm not agree with that. So, ça c'est la chose que j'ai toujours pensé pour résoudre le problème en Afghanistan. Et maintenant, quand je l'ai vu dans la presse qu'ils étaient United States, les États-Unis, sorry, ils ont toujours commencé pour expliquer avec les autres pays et aussi avec les talibans. Et je ne comprends pas pour quelles raisons ils ont commencé de parler. Et quand même, ils ne sont pas allés en Afghanistan, ils sont restés en Doha, et, alors que tous les pays sont occupés par talibans. Et je ne comprends pas les groupes qui sont restés en Doha et ils ont décidé quelque chose pour l'Afghanistan alors qu'ils ne sont pas habités en Afghanistan. C'est difficile et toujours quand tout le monde est dans the world not accepting the voice of Afghan people, the country is never changed. And I hope they are trying to understand and they learn from their mistake. The mistake, it's not only one time, few times they repeat it. We are not going far, but the Doha Agreement, it was really catastrophic. They bring a terrorist group in the table and they give them legitimacy and bring them in power. It's like unofficially, but we know that officially they bring them in power. For me, it's something like unacceptable. So the people of Afghanistan change a lot. We are not living anymore in 1996. And now the young generation is more intelligent, more educated, and we cannot play with them. So this time, it's really different. In 1996, when they took power, they said women stay at home. Then no one raised their voice. And I was a student at the university. I stay at home because there wasn't any choice. And then we start to do some activities by secretly. As I created a secret class for the girls, after a few months, they found and they come and they flute me, they whipped me. If I'm not stopping, then they said, we will kill you. On that time, it was so difficult. But now, if they say, we will kill you, and then the number is more and increasing, and they are coming and they stay and they defend themselves. So, because we are not the same year, and everything is changed. For that,
I hope the world understand and they are not repeating the same mistake. And the only things that I want always, don't recognize the Taliban because they are not only dangerous for Afghanistan, and I'm sure they will be dangerous for the world. And we don't know because Al-Qaeda is still there, Daesh is there, Akani is there, and also there is more than 17 members of the cabinet of the Taliban. They are on the blacklist of United Nations, but they are in power. If we are talking and recognizing with them, then it means that the world gave the authorization for them to go, what do you want? So when something happened, then everyone is shaking and saying, we should take care. No, after that, it's not important if they are killing everyone, and then we said, okay, what should we do? It will be late. For that, I will stop at this point, and I hope that everyone is supporting les femmes en Afghanistan, parce qu'on a besoin toujours rester ensemble, et pour ça, merci pour tout. Désolée. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à Viviane Tettelbaum, qui est évidemment partie prenante de cette initiative. En fait, ce que je comprends bien, c'est que pendant 20 ans, il y a eu des progrès importants concernant l'éducation, la participation des femmes dans la vie active, et donc on n'est plus en 96, où là, les structures, en tout cas associatives, les structures aussi éducatives étaient faibles. Aujourd'hui, il y a toute une génération de jeunes femmes et hommes qui ont vécu donc, ces 20 années d'ouverture et qui ne souhaitent pas donc revivre le cauchemar vécu par leurs parents. Donc je pense que ça, c'est une idée qui est assez forte. Et je te remercie aussi d'avoir soulevé le rôle de la communauté internationale, évidemment, et les accords de Doha, auxquels n'étaient pas associées des femmes. Et donc, nous avons une responsabilité. Ce qui va me permettre de m'adresser donc à Rebecca, puisque elle a fondé une association allemande. Elle est active donc dans le milieu féministe. Elle est engagée pour le combat concernant l'universalité des droits des femmes. Et donc, je me retourne vers elle pour essayer de voir quel est le message lancé à l'Europe. Qu'est-ce que tu attends, en tout cas de ton pays, mais aussi de l'Europe, concernant cette crise en Afghanistan? First of all, many thanks. Thanks a lot for the initiative, to Jamila for writing the appeal, and for all of you to come and to support the Afghan women. I want to underline 2 points that Shukriya and Lailuma said. First of all, we failed millions of women in Afghanistan because during the last 20-25 years, they had a perspective. They went to school, they were educated, they wanted to become judges, advocates, actresses, teachers, journalists, writers. All of their future has been jeopardized because the European Union and the world community didn't think of their future when they started the so-called peace talks 2015 and invited the Taliban to join at the table. And from the start, from 2015, Afghan women warned against this development. So there is no way that Western governments, my government, the German government, the European Union, can say with clean conscience that they didn't know what would happen. Because from the start, from 2015, Afghan women protested against the peace talks with the Taliban. And from 2018 on, Afghan advocates for women's rights were killed in Afghanistan. My organization protested in 2018 against the killing of Afghan journalists in the street of Kabul, against the bombing of radio stations of women in Kabul. So we had incidents that proved us where this was going, so nobody can really say that they didn't know what was coming. And this is one of the most important points, because as Lailuma said, we knew already that it was a mistake, and we did it again. It was the same mistake
we did 20, 25 years ago, and it was clear that it is a mistake from the start of the talks in 2015, and everybody ignored not only the fate of Afghan women, but also the fate of humanity in Afghanistan. So, in order not to repeat this mistake, we already sent out an appeal 1 year ago in 2020 on the 25th of November, which is the International Day for the Elimination of Violence Against Women, together with NILA and 50 more organizations, for example, the American Committee, the American Jewish Committee, asking the European Union and the federal government of Germany to address women's rights in international contact, not to sign contracts with the Iranian regime, not to sign contracts with Erdogan, not to sign contracts with any dictator who suppresses women. That was one of our main demands, and that is still the demand that you will find in our appeal of today and tomorrow. Do not sign any contracts, do not recognize the Taliban, do not hand money to the Taliban. At the moment, we see that, for example, German diplomats have been in Kabul in these last days, officially talking to the Taliban, and that comes close to recognition. Yeah. And it doesn't. It doesn't matter if you officially say we recognize them. If you talk to them, it's a part of the recognition. So that is the next mistake to make. It's not acceptable to talk to the Taliban in any way. The same thing we see with the European Union. The High Representative of External Affairs, Joseph Borrell, said last month that the EU wants to establish a foreign relation bureau in Qatar in order to speak to the Taliban officially through the Qataris, which is in many ways a mistake, because not only they want to speak to the Taliban, which is totally unacceptable, but they also legitimize the Qataris who paid for terror in Afghanistan and who still financially support the Taliban. So this is a double mistake. Once you legitimize the Qataris and their payments of terrorism, and make no mistake, the terrorism will come to Europe. Everything that is financed as terrorism in Afghanistan will hit Europe. One of the first things the Taliban did is to free the prisoners of Al-Qaeda, the highly isolated prisoners of Al-Qaeda who were transferred by the United States to Afghanistan to safeguard them there. They were freed. So they're free now to plan the next attack, and they will attack. So this is also something that Europe has to understand. In supporting democrats and freedom in Afghanistan, in Iran, wherever it is, we also uphold our freedom and our security. We live in a globalized world. We cannot ignore ties, international ties, on a global scale. So it's not only about supporting Afghan women, it's also about supporting our freedom and securing our freedom in Europe. So this is something that we really have to understand and to put into practice in not signing contracts with terrorist regimes. And that is one of the most important things. The other thing is humanitarian aid. So we have to find ways to help people to really support democratic forces on the ground, especially the women, in the places they are, be it in Afghanistan or in Iran, where, for example, in Iran we have made this mistake for the last 40 years, more than 40 years, that they have a terrorist regime financing terrorism throughout the world, and we still deal with them, although they imprison women who want freedom and even kill them. So this is a continuation of letting down our own values, and we have to understand we have to change that in order to also enhance our security. And of course, if we want to speak out for women's rights, then we have to uphold and be accountable for our own words. We cannot say publicly with a straight face that we, the European Union and the German government, support human rights and then do deals with terrorist regimes. That doesn't work. Yeah? So we have to uphold our own values, and this is one of the most important points. So practically, do not sign contracts, do not fund them, do not invite them officially, do not talk to them publicly, do not in any way legitimize any way of terrorists, and also do not support their partners. This means also pressuring the Chinese not to
enter into contracts in Afghanistan and initialize and also come through with sanctions should they do it. So we also have to sanction other governments who support terrorist regimes. So this is what the United States started and are maybe abolishing now, but if somebody deals with the Iranian regime or the Taliban or, for example, still Erdogan, then we have to impose economic measures against those governments as well, in order to really isolate regimes and to help the population to uprise against those regimes. And I think that is the most important point, to really cut ties and consequentially do it. And also, apart from that, always make sure to state in no uncertain terms, make clear what you think about those actions. Don't shy away and say, maybe the Taliban will include some women in their government. What does it make? There's no sense if they have women in their government, because a woman who is a Taliban is no better than a man who is a Taliban. that is just bitter nonsense. Just forget about that nonsense, please. Just really look at the actions and then condemn them. Merci. Merci beaucoup Rebecca et merci surtout d'avoir offert une perspective géopolitique qui évidemment élargit le cercle des États qui soutiennent les talibans, dont évidemment le Qatar, qui a été à la manœuvre du début donc jusqu'à l'arrivée des talibans au pouvoir et maintenant aussi. Donc je pense que s'il y a aussi un autre pays à surveiller, c'est bien entendu le Qatar, mais pas seulement. Il y a aussi le cercle en fait élargi des amis, évidemment l'Iran, la Turquie, d'Erdogan, qui ne cesse aussi de bafouer les droits des femmes. Nous avons vu avec quel mépris Erdogan a retiré son pays du protocole d'Istanbul qu'il a ratifié voilà quelques années. Et donc la démocratie, c'est avec les femmes, ça ne peut pas être sans les femmes. Alors sans plus tarder, Naïla, je te cède la parole pour essayer aussi de dégager quelques pistes de solutions à l'égard évidemment de l'Europe et de ton pays, l'Allemagne. Tout d'abord, je voudrais te remercier, Jamila, aussi d'avoir lancé cette initiative européenne en solidarité avec les femmes afghanes. Et merci aussi beaucoup à Shukriya et Leilouma pour leur témoignage, pour les informations qu'elles nous ont livrées ici. Ils nous ont fait un tableau réel de ce qui se passe en Afghanistan et pas seulement ce qu'on apprend à travers les médias. Il y a quelques jours, l'Allemagne a commencé à négocier avec les talibans et nous le regrettons très fortement, mon groupe et moi, mais aussi beaucoup d'autres féministes allemandes, parce que même si l'on prétend que ces négociations ont pour but de soutenir l'aide humanitaire et que cette aide est liée avec la reconnaissance des droits des femmes, avec le droit des femmes, des filles à l'éducation, il n'est pas rare que dans la presse allemande, on laisse entendre que des négociations, une coopération future est aussi prévue entre l'Allemagne et le régime islamiste et misogyne des talibans. Et mon groupe et moi, nous rejetons catégoriquement cette coopération. Il faut qu'une aide humanitaire soit mise en place, elle est nécessaire, mais on considère qu'elle devrait être exclusivement réalisée par des organismes, des organisations internationales reconnues, qu'il n'y ait pas un seul cent qui soit versé à ce régime. On a aussi parlé des erreurs que le gouvernement n'arrête pas de répéter, à croire qu'ils ne veulent pas entendre, qu'ils ne veulent pas tirer de conclusion des actions qu'ils ont fait jusque-là. Et là, je voudrais rappeler à nos gouvernements qu'ils doivent enfin comprendre
que la politique à double standard qu'il mène depuis quelques années, particulièrement lorsqu'il s'agit des droits des femmes et de l'islamisme, n'est plus acceptable. Nous n'acceptons plus cette politique-là double standard, car elle est soldée par un très fort échec. Il faudrait qu'ils comprennent que toutes les décisions que nous prenons ici en Europe, concernant ces deux questions, donc les droits des femmes et l'islamisme, ont des conséquences désastreuses sur les femmes qui sont donc originaires de ces pays-là et qui souvent sont par la suite forcées à quitter leur pays et à venir se réfugier ici en Europe. On ne peut pas œuvrer en Europe pour l'égalité des sexes et tolérer implicitement, ou je dirais même lâchement, la violation des droits des femmes et des filles dans certains pays. On ne peut pas critiquer l'apartheid des sexes en Afghanistan et le permettre ensuite ici en Europe dans les communautés dites musulmanes. On ne peut pas faire d'un côté la promotion du voile en Allemagne ou même en Europe comme on l'a vu dernièrement et dénoncer la négation de la femme à travers la burqa en Afghanistan. C'est pour ça que notre organisation, mais aussi je pense toutes femmes ici, rappelons que les droits humains des femmes sont universels, ils sont non négociables et ils sont indivisibles. Ni en Europe, ni ailleurs dans le monde, la discrimination en matière des droits humains ne doit être tolérée. Et ça, c'est une politique que nos gouvernements ici en Europe doivent absolument adopter. Nous avons constaté aussi amèrement ces dernières années en Allemagne qu'il y a un grand manque de solidarité entre le gouvernement allemand et les autres pays européens, quand il s'agissait aussi de lutter contre l'islamisme, quelles que soient ses variantes. Et là, nous disons stop, ça suffit. L'inviolabilité de la dignité des femmes et la garantie de leurs droits sont les deux choses qui doivent aujourd'hui primer dans la politique allemande et européenne. Et c'est pour ça que moi j'appelle le gouvernement allemand à défendre sans aucune nuance les valeurs humanistes, les droits universels de la personne et de faire cause commune avec tous les pays européens. Il ne s'agit plus, nous avons fondé cette union justement pour agir ensemble, donc oui, il peut y avoir certaines différences et on peut discuter aussi de ces différences, mais je pense qu'en ce qui concerne aujourd'hui la situation en Afghanistan, il est vraiment nécessaire que nos gouvernements agissent de manière unie et en bloc. Au cours des dernières années en Afghanistan, il y a des femmes qui, entre autres, ont été ou sont toujours, même si elles ne sont plus actives malheureusement, mais qui sont officiers de police, avocates, juges, greffières, et qui ont condamné des talibans, donc des talibans qui ont commis des crimes innommables. Ces femmes se sont engagées professionnellement pour défendre les valeurs et les principes du respect de la vie humaine, et notamment des droits des femmes. Avec le retour des talibans au pouvoir, ces femmes sont menacées de représailles et de mort. Beaucoup d'entre elles se terrent aussi, sont cachées. Je sais par des amis aussi afghanes qui ont encore de la famille en Afghanistan, donc qui me disent qu'elles ont aussi des difficultés à avoir des contacts avec ces femmes. Mais il y en a aussi beaucoup qui résistent à tête découverte dans la rue. Et il faut absolument soutenir ces femmes-là. Il faut les soutenir dans leur résistance. Et je pense que si les gouvernements européens étaient vraiment courageux et qu'ils portent vraiment cette idée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il serait bien, que les gouvernements européens mettent justement ces femmes-là au devant de la scène. Reconnaître leurs compétences, les imposer aux tables de décision avec les talibans, ou en face des talibans, c'est-à-dire que si il doit y avoir des discussions avec ce régime... pardon ? Pardon ? Le régime barbare. Ce régime barbare,
il faut que ce soit les femmes qui soient devant, il faut que ce soit les Afghanes, et soit les talibans acceptent de parler avec ces femmes, ou bien tant pis pour eux. Et je pense que c'est vraiment important justement pour reconnaître justement tout ce combat que ces femmes ont mené ces dernières années en Afghanistan, sous une grande répression et avec beaucoup de dangers. Ce qui est aussi pour moi important, c'est la question de l'accueil des femmes afghanes qui défendent nos valeurs démocratiques et égalitaires et qui veulent vivre librement et de manière indépendante et qui voudraient venir en Europe. Je pense qu'il est nécessaire que la résistance se fasse sur place, mais je comprends aussi, j'ai moi aussi dû fuir l'Algérie face aux islamistes, et je comprends qu'il y en ait qui veulent venir ici pour construire une vie, et il est nécessaire que l'accueil se fasse cette fois de manière réfléchie, qu'on les soutienne comme il se doit, selon les besoins qu'elles expriment. Voilà, c'est un petit peu, je pense que voilà, il s'agit de mettre en place une bonne politique d'intégration et de soutien des femmes afghanes qui voudraient venir ici en Europe. Et je voudrais tout simplement rappeler que justement ce travail avec ces femmes-là, la solidarité féminine est très importante. Elle doit durer, c'est pas seulement, là on a vu au mois de juillet, tout le monde a tout le temps parlé de ce qui se passait en Afghanistan, du retrait, de la situation des femmes, et je vois ces derniers temps dans les réseaux sociaux, mais aussi même dans les journaux, qu'on en parle de moins en moins, alors qu'il y a encore beaucoup de femmes sur place, il y a encore beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants, beaucoup de petites filles, et il ne faut pas les oublier. Donc aujourd'hui je trouve ça très bien qu'on ait marqué le coup à l'occasion du 25 novembre, mais il faut continuer à parler de ces femmes-là, du combat qu'elles mènent quotidiennement, parce que pour moi c'est ça la solidarité féminine, c'est ça la démocratie et c'est ça l'humanisme. Merci beaucoup Naïla. Donc en effet, il ne s'agit pas aujourd'hui d'une action ponctuelle. Il s'agit véritablement d'un début de prise de conscience et d'un mouvement que nous voulons lancer, parce que oui, c'est vrai, nous sentons qu'il y a un essoufflement médiatique vis-à-vis de la question, et deux, ce que nous réalisons aussi, c'est que toutes ces résistances ne sont pas mises en valeur. Ces résistances sont tues. Or, s'il y a bien des modèles, s'il y a bien des exemples dont il faut tenir compte, c'est précisément ces résistances-là. Alors, au lieu de prendre modèle sur les plus ouverts, les plus courageux, les plus méritants, eh bien, on prend comme modèle des gens qui ont une mentalité extrêmement arriérée, qui utilisent la violence et qui bafouent évidemment la dignité et les valeurs d'égalité et de respect. Donc merci d'avoir élargi donc, la focale et de nous permettre aussi de tenir compte de tous ces aspects que tu as soulevés, Naïla. Et maintenant, j'aimerais inviter Viviane, donc, qui est présidente de l'Observatoire féministe contre les violences faites aux femmes, qui est une baroudeuse concernant les droits des femmes depuis très très longtemps déjà, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale. Et là, je me tourne vers toi, Viviane. Tu es évidemment une observatrice privilégiée des violences contre les femmes. Tu es belge, européenne. Qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu suggères pour la Belgique, mais aussi à l'échelle européenne? Qu'est-ce qu'on peut entreprendre? Merci. Merci Djemila, et bonjour à toutes. Tout d'abord, je voudrais excuser mon retard parce que la vie fait qu'on a beaucoup de casquettes. Donc je suis arrivée en retard, je vais partir après avoir parlé parce que la casquette continue, je me suis extirpée d'une réunion, mais je tenais absolument à être là pour trois raisons. D'abord parce que Djemila a lancé ce formidable appel
et que, sincèrement, aujourd'hui, Djemila a transformé la société belge, elle fait une différence, et elle fait une différence dans le monde aussi. Sa capacité à faire bouger les lignes, le fait qu'on a envie d'être là, de répondre présent, et c'est ce que je voulais faire ce matin, à vos côtés, à toutes. La deuxième raison, c'est parce que, comme féministe, laïque, universaliste, effectivement, je suis engagée sur les droits des femmes, et le combat pour les droits des femmes est vraiment quelque chose d'important dans ma vie, comme femme, comme mère, comme grand-mère. Je veux dire, il faut se battre pour les femmes, pour toutes les petites filles dans le monde qui aujourd'hui sont en danger. C'est vraiment important de parler de ces femmes afghanes et de ne pas détourner notre attention d'elles. Elles méritent et elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Et donc, voilà, on ne peut pas rester indifférente à ça, et je ne veux pas rester indifférente à ça. Et donc, les femmes afghanes aujourd'hui, suite à l'arrivée des talibans, et vous l'avez dit beaucoup mieux que moi, n'ont plus de droits. Elles sont là, elles sont soumises à une violence inouïe, et elles n'ont plus... il y a une criminalisation de leur féminité, il y a une diabolisation du corps féminin, et tout ça doit être dénoncé. Et donc, c'est important de continuer cette solidarité, comme vous l'avez dit, parce que je pense que c'est une des clés de survie pour ces filles et ces femmes, qu'on parle d'elles, qu'on parle de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles subissent, et effectivement, ne jamais engager un dialogue avec les perpetrators, avec les bourreaux. C'est pas possible. Il faut faire une différence entre la négociation dans le conflit et puis avoir des complicités et s'asseoir à table et parler et entamer un dialogue. On ne peut pas entamer un dialogue avec les bourreaux. Mais il faut aussi se dire que personne n'est impuissant. Chacun dans cette société peut jouer un rôle, même s'il est petit, à son niveau, au niveau de sa ville, de sa commune, au niveau des actions. On peut maintenir une pression sur son gouvernement, sur les gouvernements européens, sur l'Europe. Je dois dire qu'en Belgique, aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'avoir une ministre des Affaires étrangères qui est une femme très sensible aux violences sexuelles faites aux femmes dans le monde. Encore l'autre jour, j'ai pu rencontrer avec elle, avec des femmes yézidis avec elle. C'est quelqu'un qui est très sensible au sort des femmes afghanes. Et il faut la soutenir parce qu'elle parle à ses collègues. Il faut la soutenir dans cette volonté qu'elle a. Il faut maintenir la pression. Et ça, sincèrement, je pense qu'à travers des actions comme ça, à travers l'appel, à travers ce réseau qui sera créé, eh bien, on peut maintenir cette pression et on peut exprimer cette solidarité. Le dernier point que je voulais dire, c'est cette féministe qui disait « If you don't get a seat at the table, bring a folding chair ». Si vous ne recevez pas une chaise à la table, amenez une chaise pliante et asseyez-vous. Et c'est vrai que les Nations Unies ont créé, ont voté la résolution 1325, Femmes et paix. On sait que ça n'avance toujours pas beaucoup parce qu'il n'y a pas qu'à Doha, mais partout, les femmes représentent que 4% des personnes qui sont là dans les pourparlers de paix, alors que 75% des victimes des conflits sont des femmes et des enfants. Alors qu'on sait qu'une femme dans une zone de guerre et de conflit sera plus à risque qu'un soldat, mais il faut se mettre ça en tête et il faut garder ça aussi dans les arguments qu'on continue à défendre et défendre cette présence, parce que les femmes afghanes sont les victimes des talibans, mais elles sont une force inouïe. Et cette force des femmes afghanes, qui sont ce visage de la résistance, eh bien c'est ça qu'il faut prendre avec nous, porter et dire, ben voilà, il faut effectivement qu'elles soient face aux talibans dans les négociations, mais il faut qu'elles soient soutenues dans cette résistance. Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut faire aujourd'hui à travers nos actions. Et donc vraiment merci à toutes, merci à Djemila et merci de me permettre d'être aussi une de ces actrices de cette solidarité internationale. Merci beaucoup Viviane pour ta voix forte qui nous a émus, qui nous a vraiment reboosté. Oui, tu as raison de parler des mamans, des grands-mamans, des petites filles. Bref, on est vraiment toutes impliquées parce qu'on a tous une mère, on a tous
une grand-mère, une fille, en tout cas autour de nous, et je pense que c'est aussi ça la vie. Alors, pouvoir s'imaginer que des gens puissent éliminer cette moitié de l'humanité est juste un vrai scandale aujourd'hui au XXIe siècle. Comment est-ce possible que des politiciens puissent sérieusement se mettre autour d'une table et s'imaginer que l'on va disparaître, que la moitié de l'humanité va disparaître. Donc merci à toutes pour évidemment vos paroles très fortes, très humaines, très puissantes, sans concession aussi, parce qu'il n'y a pas de terrain d'entente possible entre ceux qui nient le droit à la vie des femmes et les femmes. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc là maintenant on va élargir donc peut-être la discussion aux personnes qui sont dans la salle. Merci pour cette magnifique table ronde. Deux choses je voudrais dire. Donc la première c'est pour vous annoncer que chez Elle Tourne est un collectif qui organise depuis des années un festival de films de femmes et promeut même aussi tout au long de l'année le travail des femmes dans les médias et surtout dans le cinéma. Et donc cette année, on avait aussi cette idée de mettre en avant, en tout cas ça nous paraissait une évidence, qu'il nous fallait faire quelque chose et mettre en avant une réalisatrice du travail d'Afghanistan. Et vous l'avez souligné à plusieurs reprises, les femmes en Afghanistan, elles ne sont pas que des femmes pauvres en burqa, mais elles travaillent comme nous, elles sont... Et donc, on avait eu un film qu'on avait montré une fois, mais que cette fois-ci qui s'impose, qui est un film qui s'appelle Unveiling a Never-Ending Tale, et qui est un film, peut-être certaines d'entre vous connaissent, qui a été fait par la réalisatrice Diana Sakeb et produit par Dissou Jandia, excusez mon accent, vous le connaissez peut-être, aussi d'une fondation qui s'appelle Amanshar Foundation. Voilà. Et donc ce film est programmé, je ne connais pas la date exacte, mais donc le festival il aura lieu entre le 27 et le 30 janvier. Bien entendu, on va vous donner toutes les infos. On voudra avoir une publicité maximale et c'est un peu à vous que je m'adresse pour savoir quels sont les publics cibles qu'on pourrait faire, parce qu'on fait parfois enfin on essaye toujours de faire aussi une communication ciblée pour avoir le maximum de... Donc on a notre public bien sûr, et dans notre public on a des gens qui vont être intéressés a priori par le film. Le film est un film documentaire qui montre et qui interviewe donc des femmes progressistes, leur analyse. C'est un film de 2016 et il est d'une actualité incroyable quand on le revoit maintenant. On se dit mais il faut le montrer maintenant, quoi. Et ce que vous avez dit, de montrer aussi, de faire connaître la résistance. Je pense, je ne sais pas où sont ces femmes maintenant, peut-être que certaines sont encore en Afghanistan, d'autres ont dû partir, mais en tout cas il est important de montrer leur courage et leur clairvoyance aussi. Donc voilà, ça c'est une des premières choses, et nous sommes vraiment tout à fait prêtes. D'une part, on aura un débat, comme on a toujours après le film. On va essayer d'avoir la réalisatrice et au moins la productrice qui sera là. Un débat aussi avec l'une d'entre vous qui pourra parler un peu plus de ce qu'on peut faire ici en Belgique et maintenant, et un débat avec la salle. Donc, on est tout à fait ouverte à vos suggestions par rapport à la communication pour le faire connaître au maximum. Alors, si je peux me permettre encore une petite chose, c'est que dans ma vie antérieure, j'ai travaillé longtemps, notamment avec un peu Viviane, mais même avant elle,
J'ai travaillé longtemps au lobby européen des femmes et j'étais directrice de l'Observatoire européen sur les violences faites aux femmes. Et j'ai aussi été membre d'une association internationale qui s'appelle Equality Now et qui travaille avec des femmes pour les droits des femmes, alors de manière plus internationale, pas seulement sur l'Europe. Et on a organisé en 2000, je ne me rappelle plus, ma mémoire un peu, 2002, 2003, 2004, vous y étiez peut-être, le sommet des femmes afghanes, qui a été quelque chose. Parce que exactement ce qu'on dit maintenant, ce que vous dites là, pouvoir imaginer des solutions de lutte pour la paix et de maintien de la paix ou un processus de paix sans les femmes est quelque chose d'inconcevable. Inconcevable de ne pas inviter la moitié, des représentants de la moitié de la population d'un pays. Et donc on avait organisé, enfin en partie, ça a été assez extraordinaire, avec le Parlement européen, le soutien du Parlement européen, de la Commission européenne et de ce qui s'appelle maintenant, je ne sais plus très bien, les relations extérieures. Là. Et bon, moi je ne suis plus, j'ai été assez longtemps maintenant, je suis plus dans la culture proprement dite et avec elle tourne, mais je ne travaille plus comme je le faisais avant avec le Parlement européen et des choses, mais vous êtes peut-être plus en contact avec... Et il y aurait moyen peut-être d'organiser, ne fût-ce qu'au niveau européen, c'est déjà... on parlait des différentes politiques de l'Allemagne ou de nos pays en Europe par rapport à l'Afghanistan, ce refus absolu qu'il faut avoir de négocier avec les talibans et la nécessité d'amener d'autres personnes, d'autres représentants à la table de négociation. Je pense qu'il y a maintenant de nouveau une nécessité, et le fait, ça m'a beaucoup intéressé d'entendre que l'Afghanistan aussi a évolué et que les femmes qu'on peut retrouver, elles sont plus fortes encore, plus nombreuses, à pouvoir participer à ces processus. Voilà, c'était un petit peu mon commentaire. Désolée d'avoir été un peu longue. Donc si je comprends bien, le message principal de l'appel et de la conférence de presse aujourd'hui, c'est bien soutenir les femmes et la résistance en Afghanistan. Quels sont, selon vous, les meilleurs moyens à activer aujourd'hui pour répondre aux besoins des femmes sur place, répondre à l'organisation de cette résistance sur place? Le premier message, c'est un message de solidarité. Et c'est un message aussi politique, parce que c'est une situation de crise politique. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place, c'est la reconnaissance du régime des talibans. Donc minimalement, ce que nous pouvons faire, c'est dire à quel point cette éventualité n'est même pas envisageable pour nous, c'est impossible. C'est impossible que nous puissions concevoir une reconnaissance du régime des talibans. Donc ça, il faut être clair là-dessus, il faut le dire sans ambiguïté. Et voilà, donc après, l'Union européenne est une puissance qui gagnerait à parler de façon structurée, cohérente, forte, et à incarner une véritable puissance, parce que souvent on sent qu'il y a différentes voix qui s'expriment ici et là. Mais face à une telle crise d'une telle ampleur, eh bien on gagnerait tous à serrer les rangs et à envoyer un message clair, d'autant plus qu'il y a d'autres pays qui sont plus enclins à reconnaître le régime des talibans. Voilà, après le troisième volet, c'est l'accueil des personnes qui arrivent ici. Ça aussi, nous voulons que, vu l'ampleur de la crise, vu aussi les valeurs européennes, il ne s'agit pas de faire la charité,
Il s'agit tout simplement de reconnaître des êtres humains et de les recevoir dans la dignité. Ça fait partie de l'idéal humaniste, disons, européen. Et donc, on ne peut pas envisager, disons, les choses autrement ou différemment. Donc, voici en tout cas les trois axes. Juste pour finir et dire que cette initiative, c'est pas une initiative ponctuelle, parce qu'on sait bien que les choses vont évoluer et que notre voix, celle de la société civile, celle des personnes qui ne sont jamais invitées aux tables de négociation, eh bien on existe et on a aussi des moyens de se faire entendre autrement. Donc l'un des moyens, c'est évidemment s'appuyer sur nos organisations et la société civile. Mais à travers cette action, nous ne pointons pas seulement le régime des talibans. Évidemment, le régime des talibans est notre cible, mais aussi nous mettons les Européens face à leurs responsabilités, mais nous élargissons aussi la cible aux pays complices. Veut dire aujourd'hui, on ne peut pas ne pas citer le Qatar, qui a été à la manœuvre du début à la fin. On ne peut pas ne pas citer également l'Iran, la Turquie de Erdogan, et les pays comme la Chine et la Russie, qui ferment les yeux évidemment sur les différentes exactions qui sont commises. Je souligne deux choses. Premièrement, pardon, on dit toujours le régime des talibans. Les talibans n'ont pas un régime. Un régime, c'est une structure d'un État qui est reconnue. Les talibans, ils sont par ruse. On a cédé, ils ont gagné des territoires. Ils ne sont pas un régime. Donc, il ne faut pas leur donner déjà l'officialité. Donc ça, il faut qu'on corrige. Ce n'est pas ça du tout. Donc, ce n'est pas un régime. On ne va pas négocier avec ces gens de participer, la place des femmes, machin. Deuxièmement, je pense que c'est une erreur assez grave de la part de certains nombres des pays. Bon, si Qatar, comme dit Jamila, a raison, je pense qu'il faut mettre la pression sur le Qatar parce que elle tente à tout prix de rendre acceptable et d'une manière douce d'introduire au niveau international et tout doucement pousser vers justement la reconnaissance pour qu'il devienne régime. Donc je pense qu'il faut que la Qatar soit cible surtout qu'aujourd'hui les Américains l'ont choisi comme leur représentant à l'intérieur de l'Afghanistan pour gérer certaines affaires des consulats par rapport au nombre de personnes qui doivent sortir et d'autres. Ça, c'est une partie des choses, mais d'autres qu'il ne le dit pas clairement, donc ça va se faire. À mon avis, toute négociation. Maintenant, on va discuter, il faut qu'il y ait des femmes, comme dit notre ami tout à l'heure, il faut que les femmes soient dans le gouvernement, les autres ethnies soient dans le gouvernement. Attendez, on accepte donc les talibans, on accepte leur pouvoir. Parce que leur Amir al-Moumini, cette personne n'a entendu, personne n'a vu son visage, et qui est quelque chose d'absurde et invisible. Peut-être qu'il n'existe pas. Oui, et probablement qu'il n'existe pas. Mais bon. Et qui décide surtout, c'est un peu comme Romanei, à la limite, Romanei, il a un point de déviance. Mais lui, on n'a jamais entendu, on ne connaît même pas qui est-ce. Donc, il faut accepter qu'accepte monsieur 2, 3 femmes ou une femme, symboliquement, parce que c'est le conseil que certaines personnes, certains États donnent aux talibans. Ouvrez quelques portes des écoles, ouvrez un petit peu une ou deux femmes pour votre reconnaissance internationale et demain pour le refermer. Donc c'est un ruse assez monumental, donc il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Et toujours, il faut que ce soit toute négociation avec les talibans
tant qu'ils n'ont pas accepté la totalité des lois internationaux et la volonté de la population d'Afghanistan, qu'ils ne sont pas désignés, ils ne sont pas passés par les élections, il faut qu'ils soient refusés. C'est vrai que quand j'ai reçu le document de Jemila, je me suis posé la question, je crois que je t'ai même envoyé un message, en disant, mais si on dit qu'il ne faut pas du tout les reconnaître, est-ce qu'on va avancer quelque part? Et mon idée était en fait de les pousser jusqu'au mur pour qu'ils aillent aux élections et qu'il y ait des femmes dedans et que toutes les écoles soient réouvertes. Mais c'est vrai que cette semaine, en regardant les news et en écoutant à gauche, à droite, et là j'ai été convaincue en retrouvant Choukria ici, parce qu'en 96 à Paris, avec une amie commune qui a beaucoup œuvré pour... c'est Linda Veikuriel. Voilà. Donc je me suis dit, évidemment, en tant que femme musulmane, tous nos pays aimeraient bien pouvoir être comme les talibans. Mais oui, même s'ils signent partout des conventions, des résolutions partout. C'est leur modèle. Oui, mais ils n'appliquent jamais rien sur place. Cette semaine, vous allez aller dans nos pays, aujourd'hui et demain, toutes les femmes vont s'habiller en orange, manifestations partout, les ministères de la femme vont faire du tintamarre, mais après, les viols continuent. Quand on est dans les pays où on vous dit « Ah, ben si elle a été violée, c'est parce qu'elle a été consentante. » Vous vous rendez compte? Et en fait, on a un travail. C'est un travail contre les hommes, les talibans en particulier, mais un travail aussi contre certaines femmes. Parce qu'il y a certaines femmes qui poussent à cette violence-là, qui continuent à croire que nous sommes inférieurs et que nous devons le rester. Mais bon, je pense que c'est une très belle initiative et que continuons à œuvrer. Tant qu'on aura la force d'y aller, c'est vrai que depuis 2017, je ne suis plus non plus sur le terrain, mais tant qu'on aura la force d'y aller. Et je me demande aujourd'hui en Europe, est-ce qu'on n'a pas une autre Emma Bonino quelque part à dénicher? On a Jemila. Oui, mais ça serait génial qu'elle soit au Parlement ou à la Commission. Ça serait super. Je pense qu'elle aime bien les belles causes. Parce que nous, quand on est arrivé ici, moi je suis arrivée ici exactement pour ce combat, pour dire aux parlementaires européens que les petites filles africaines qui se font mutiler sont des citoyens à part entière. C'est ça qui m'a amenée à Bruxelles. Ça fait 26 ans et je suis encore. Et à l'époque, c'est vrai que j'ai croisé Emma Bonino et tout a changé. Mais là, c'est vrai qu'au Parlement, on n'a pas beaucoup de femmes qui sont très... On va le bouger. On va les bouger. Oui, il y a toujours moyen. Il y en a. On va les bouger. Oui, bien sûr. Très bien. Justement, toutes ces conférences, tous ces tables rondes, toutes ces initiatives sont nécessaires, il faut le faire. C'est pas assez, il faut que ce soit de plus en plus. Non pas parce que je suis afghane et que je défends notre beefsteak, non. Parce que il faut empêcher la dégradation des situations des femmes à travers le monde. Si les talibans restent en Afghanistan, si on cherche à négocier, si des femmes, les écoles s'ouvrent, ceci, c'est-à-dire on accepte l'implantation du terrorisme dans cette région, dans un pays comme l'Afghanistan, qui est une forteresse. Après, il faut attendre tout genre d'extrémistes terroristes pour tous les pays du monde. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le danger le plus important. Maintenant, moi, personnellement, j'avais fait une action en l'an 2000. Il faut qu'on aille maintenant vers la fédérer les énergies, avançons à une étape supplémentaire. Et dans cette étape supplémentaire, j'ai besoin de l'énergie, surtout de cette femme, en premier, et de vous tous. Ensemble, il faut qu'on fasse un travail de base, de fond, poussons vers l'Europe et les Nations Unies. Il ne faut pas qu'on laisse certains diplomates, certains journalistes faibles ou
corrompus ou simplistes ou très intelligents, mais dans un sens bien précis, eh bien, ne le sont pas qu'eux tentent à adoucir les populations, disent qu'il n'y a pas d'autre choix, pas faire autrement, il faut reconnaître les talibans. Ils sont la réalité. Nous sommes la réalité aussi. Moi, je suis quand même originaire de la commune de Molenbeek où j'ai grandi et j'ai vécu là jusqu'à mes 30 ans. Ce que moi je peux dire, c'est que les régimes, comme le régime taliban et le régime en Iran, sont cités en exemple dans ces communes. Je prends le cas de l'Iran. Eh bien, dans ma communauté, ils sont persuadés qu'en Iran, il fait bon vivre pour la femme. Ils sont persuadés que la femme est libre de porter le voile ou pas et que de toute façon, même si le port du voile en Iran est obligatoire, elle le porte vraiment de façon très élégante. Donc, il ne faut pas oublier que tout régime musulman, islamiste, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Iran ou dans les pays terroristes islamistes, ont des répercussions chez nous en Europe, non seulement sur les femmes, mais aussi sur nos jeunes. Et ça, je pense qu'il est important de le souligner parce qu'il faut les éduquer. Mais si on a une information qui est erronée, qui arrive d'ailleurs, c'est beaucoup plus problématique. Arrivée en France à l'âge de 14 ans, je me suis dit que en tant que musulmane de pays laïcs et musulmane en France, tout a basculé en 2001. Les tours ont effondré et notre vie laïque que nous avions a effondré. Nous l'avons vu, elle dit, nos enfants aujourd'hui en France ou à Molenbeek ou à Bruxelles, hier j'en ai rencontré, mais elles sont complètement... Mais c'est déjà bien avant, hein, c'est déjà fin 80, début 90 que l'islamisme s'est implanté fort dans les communes ici à Bruxelles. Oui. Mais en France, c'était... Avec la complicité du politique, il faut le dire. Oui, mais hein, c'est ça. Avec une grande complaisance du politique. Quand les Saoudiens, quand les Qataris payent, par exemple, M. Trump, il demandait clairement de l'argent de Ben Salman. Bien sûr. Il donnait le chèque blanc pour son procès. Quand Mme Clinton demande de l'argent des Saoudiens, et quand le Qatar paye l'équipe sportive française. Mais oui. Après, ils ont aussi des mosquées clandestines. Donc, ce sont des choses, mais qui avancent par l'argent, par leur argent, parce que le nombre de leurs voix, c'est l'argent Dieu qui avance, mais nous sommes faibles. Eux ne sont pas forts. Nous sommes faibles, on est en masse, mais nous n'aurons pas notre voix pour le monter, pour arrêter. C'est-à-dire, moi je dis toujours, les talibans ne sont pas forts. C'est nous qui sommes un peu faibles, et pourtant que nous avons la majorité. Il faut qu'on se lève. En se levant, dernière fois que personne ne connaissait les talibans, n'ont pas réussi à avoir l'officialité. Ils ont resté 8 ans. Et pourtant qu'ils étaient choisis, tout l'argent, toutes les subventions, c'était pour 1 an. Au bout de 8 ans, 7 ans et 8 ans, finalement, ni l'Arabie Saoudite, ni l'Amérique, ni le Pakistan, personne n'avait rien. C'est pour ça qu'on l'a dégagé. Je pense en réalité que, évidemment, si la condition des femmes afghanes nous concerne, nous interpelle, c'est aussi parce qu'elle nous parle de notre propre condition, de toutes les femmes. Et c'est cela, en réalité, l'universalité de la condition des femmes. Je veux dire, on ne peut pas avancer dans une partie du monde et accepter de reculer dans une autre partie, parce que nous sommes convaincus que les reculs des autres, des unes, sont les reculs des autres, fatalement. C'est clair, donc il y aura des répercussions. Si on n'agit pas aujourd'hui, les répercussions vont être terribles sur l'ensemble. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est évidemment celle de la solidarité. On ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer ce qui arrive là-bas. Et donc aujourd'hui, notre conscience, elle nous dicte d'agir. Donc d'où cet appel de Chukriya et de vous toutes de la puissance. Oui, nous sommes puissants lorsque nous agissons, mais nous devenons impuissants
lorsque nous sommes passifs et nous regardons le train passer. Alors aujourd'hui, on est tout ensemble, solidaires, évidemment lucides, face à une situation qui est très inquiétante, mais aussi nous sommes déterminés à aller de l'avant. Donc on va essayer, évidemment le 8 mars arrive très très rapidement. Il faut saisir, à mon avis, cette autre opportunité, mais pas seulement celle du 8 mars. On va voir, en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait organiser. Le sommet des femmes afghanes, moi, ça me parle. En tout cas, on pourrait envisager beaucoup d'actions. Nous sommes ici à Bruxelles, c'est-à-dire au cœur aussi des institutions européennes. Donc, vous pouvez aussi compter sur nous pour actionner quelques leviers et porter vos paroles dans des pays aussi puissants que l'Allemagne, qui est partie prenante des négociations, des discussions et ainsi de suite. Et nous allons essayer aussi de répercuter à l'ensemble des pays européens, à savoir aller chercher le soutien des Espagnols, des Italiennes, des Grecs, des Danoises, qui sont aussi des femmes évidemment très actives et très impliquées. Donc, avec ceci, je vais clore cette conférence de presse et remercier vraiment vivement Rebecca qui vient de Berlin, Laïlouma qui vient de Bruxelles, Choukria qui vient de Paris et Naïla qui vient aussi de Berlin, et vous remerciez vous toutes et tous pour aide. Tu vois, hein, je t'oublie pas. Hein. Le poids que j'ai. Voilà. Donc, merci pour vos bonnes paroles et merci surtout pour vos actions présentes et futures. Merci. Merci Jamila.